Bon, aujourd'hui Molière est unanimement reconnu comme étant un très grand auteur de la langue française, un classique même, au point qu'on appelle le français la langue de Molière, mais évidemment il n'en a pas toujours été ainsi. Personne ne naît classique, et j'ai même envie de dire que pour le devenir, c'est bien d'être doué, mais c'est encore mieux d'être mort, surtout depuis des siècles. Or, il y a un truc qui se passe quand vous êtes un auteur mort depuis longtemps, c'est qu'il y a des mythes et des légendes qui se développent sur vous. Et justement, quand on présente la vie de Molière, on a souvent tendance à la romantiser, c'est-à-dire à exagérer notre passion pour lui, au point de fermer les yeux parfois sur certains faits pourtant connus. Concrètement, on va présenter Molière comme étant une victime de son siècle, comme un génie incompris qui suscitait le mépris, la malveillance ou la jalousie de ses contemporains, tous plus médiocres que lui. Par exemple, on va dire que comme Molière osait pointer leurs insuffisances, les critiquer, dire tout haut ce qu'on considère comme étant aujourd'hui des vérités qui dérangeaient, eh bien il s'attirait leur foudre, et les preuves qu'on va amener pour justifier ça, c'est que Molière s'est fait censurer par l'église, qu'il avait des ennemis qui lui faisaient des coups bas, qui par exemple écrivaient des lettres pour le calomnier, ou encore qu'à sa mort il a été enterré comme un malpropre. Et tout ça, en fait, comme on va le voir, c'est plutôt vrai. En revanche, c'est aussi très incomplet pour donner un aperçu honnête de ce qu'a été la vie de Molière, et c'est pour cette raison que dans cette vidéo, ce que je veux, c'est essayer de vous présenter un Molière plus historique que légendaire, surtout du point de vue de sa réputation, afin de venir nuancer ce que des siècles de légendes ont fait de lui. Alors pourquoi je fais ça? C'est absolument pas pour détruire Molière, que j'adore sincèrement, mais plus pour sourire ensemble de certaines anecdotes qui, quand elles ne valident pas le héros romantique qu'il est devenu, le font, je trouve, paraître encore plus humain, encore plus proche de nous, même si, selon votre morale, vous aurez peut-être une opinion différente de la mienne quand vous saurez le genre de choses dont il était capable. Quoi qu'il en soit, la vie de Molière a été marquée par plusieurs scandales, il s'est fait bien des ennemis, et ce que je vous propose sans plus tarder, c'est de faire la lumière sur tout ça, afin de comprendre comment Molière était vraiment considéré de son vivant. Bon alors, pour commencer, Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né en janvier 1622 à Paris. On sait qu'il est baptisé le 15 janvier, donc ça peut probablement dire qu'il est né soit ce jour-là, soit la veille. Il naît dans une famille de marchands très aisés, aussi bien du côté de son père que de sa mère, et son père travaille comme marchand tapissier avant de devenir tapissier du roi. Concrètement, c'est une fonction très prestigieuse, et l'usage voudrait qu'après son père, Molière, qui est l'aîné de la famille, prenne sa succession. Néanmoins, à l'âge de 21 ans et après avoir fait des études probablement au collège de Clermont à Paris, Molière renonce à suivre les pas de son père en tant que tapissier du roi, et il s'associe avec quelques comédiens pour se lancer dans le théâtre et fonder la troupe de l'Illustre Théâtre. Pourquoi? Eh bien parce qu'il semblerait qu'il ait tout simplement été pris d'un énorme coup de cœur pour la profession de comédien, notamment au contact de la famille Béjart, dont plusieurs membres feront partie de sa troupe pendant toute sa vie. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça, le fait de vouloir devenir comédien, c'est un choix vraiment audacieux de sa part, puisqu'à ce moment-là, c'est clairement un métier qui est très mal perçu dans la société. Grosso modo, c'est une profession que l'Église condamne fermement. Elle reproche aux comédiens d'exalter des mauvais sentiments, de mettre en avant des vices, ou encore d'être dans le faux et dans le mensonge, puisqu'ils jouent des rôles et donc qu'ils ne sont pas sincères. C'est aussi un métier qui est comparé à de la prostitution, et l'Église refuse même aux comédiens les sacrements officiels comme le baptême, le mariage, l'enterrement, à moins éventuellement qu'ils aient signé une renonciation à leur profession. Mais bref, ça vous donne une idée de la place qu'occupent les acteurs de théâtre dans la société du XVIIe siècle, dans le sens où ils sont vraiment tout en bas. Néanmoins, le roi Louis XIII et même les nobles et les gens en général aiment bien s'amuser, et donc ils aiment bien les spectacles, et pour faire des spectacles, il faut des comédiens. Donc le 16 avril 1641, à l'initiative de Richelieu, le roi Louis XIII publie une déclaration officielle dans laquelle il annonce que les comédiens doivent se garder de choquer l'opinion publique et de s'en prendre aux bonnes mœurs, mais qu'en retour, il faut arrêter de mal les considérer dans la société civile et, on va dire, en dehors des planches. Je précise, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le pouvoir du roi est étroitement lié à l'Église, donc il peut pas se la mettre à dos, et comme c'est surtout elle qui a un problème avec les comédiens, ça fait qu'il cherche à trouver un compromis entre d'un côté son désir et le désir des gens d'être bien divertis, et de l'autre les injonctions morales de l'Église. Malheureusement, dans les faits, sa déclaration ne va rien changer du tout à la considération du métier de comédien par les ecclésiastiques, et au siècle suivant, on en sera toujours à peu près au même point, mais ça vous donne au moins un aperçu de la considération ambivalente pour les comédiens à cette époque. D'un côté, les gens les aiment bien parce qu'ils sont divertissants, et de l'autre, l'Église et les dévots les condamnent pour des raisons morales. Donc vous comprenez une chose, quand Molière refuse de suivre les pas de son père en tant que tapissier du roi pour devenir comédien, c'est comme si monter dans l'ascenseur social pour faire le chemin inverse de la plupart des gens, c'est-à-dire qu'il est tout en haut et il descend tout en bas. Alors, est-ce que son père lui en a voulu de refuser une situation très prestigieuse pour la profession méprisée de saltimbanque? À vrai dire, c'est difficile à savoir faute de témoignages, et d'un côté il lui coupe les vives, mais de l'autre, Molière peut bénéficier d'une avance sur l'héritage de sa mère qui est décédée quelques années plus tôt. Et anecdote supplémentaire, en 1645, quand Molière aura des problèmes de dette avec sa troupe et qui sera emprisonné à cause de ça, c'est son père qui viendra le tirer d'affaire. Donc certes, il désapprouve certainement les choix de son fils, mais il l'abandonne pas non plus totalement.
quand bien même il est acteur de théâtre et qu'en plus à ce moment-là, sa carrière ne se passe pas du tout comme prévu. En fait, Molière a beaucoup de mal à percer avec sa troupe et d'ailleurs s'il a des problèmes de dette, c'est parce que les investissements dépassent largement les recettes. Alors il y a sans doute plusieurs raisons à son manque de succès, mais il y en a une que je vais souligner parce qu'elle est amusante. En réalité, si Molière s'est probablement engagé dans le théâtre pour jouer des rôles tragiques, je dis probablement parce que c'est ce qu'on pense, même si on n'en est pas absolument certain, selon plusieurs témoignages d'époque, il s'avère finalement mauvais dans ce registre. Du coup, au bout d'un moment, lui et ses quelques camarades vont finalement délaisser Paris pour rejoindre une autre troupe avec laquelle ils vont sillonner les routes de France pendant près de 12 ans pour donner des représentations un peu partout. C'est au début de cette période que Molière prend le pseudonyme de Molière, justement. On n'a aucune idée de la raison pour laquelle il se choisit ce nom, il l'a jamais révélé. En tout cas, il est possible que s'il prend un pseudo, c'est pour éviter de nuire à sa famille. Comme on l'a vu, étant donné que le métier de comédien était mal perçu à l'époque, de nombreux acteurs de théâtre prenaient volontairement un pseudonyme. Et pour l'anecdote, on écrit toujours Molière aujourd'hui avec un accent grave. Je pense que ça nous semble plus français étant donné la prononciation, mais c'est une déformation qui est venue avec le temps puisque en réalité, lui, toute sa vie, et il était très précis là-dessus, il l'a toujours orthographié sans accent. C'est aussi pendant cette période en province que Molière va réaliser que s'il est mauvais en tant qu'acteur tragique, il excelle vraiment dans la comédie et aussi de fil en aiguille, s'il n'est entré dans sa nouvelle troupe que comme un simple comédien, il va finir par en prendre la direction et même par écrire ses premières pièces. En fait, au tout début, il joue essentiellement dans des comédies ou des farces écrites par d'autres, même si ça lui arrive d'interpréter quelques rôles tragiques. Et pour que vous compreniez bien d'ailleurs ce qui se passe dans le théâtre à ce moment-là, je crois que le mieux c'est que je vous fasse un rapide récapitulatif du genre de pièces qui se jouaient. Grosso modo, à cette époque, il y a deux genres qui se démarquent, d'un côté la tragédie et de l'autre la comédie. Dans une tragédie, on a souvent des personnages nobles pour héros, comme des rois ou des princes, on traite de sujets sérieux, la pièce est écrite en vers, on cherche à susciter la terreur ou la pitié du spectateur, à l'émouvoir, et pour cette raison, la fin se doit généralement d'être malheureuse. Dans une comédie, à l'inverse, les règles sont plus souples, la pièce peut être écrite en vers ou en prose, on peut traiter de sujets plus légers, on a des personnages issus de la bourgeoisie ou du peuple, et la fin se veut généralement heureuse, tout est bien qui finit bien, et surtout on cherche à faire sourire ou même rire le spectateur. Certains auteurs comme Pierre Corneille avec le Cid peuvent aussi mixer les deux genres, donc on se retrouve avec des éléments de l'un et de l'autre dans ce qu'on appelle des tragicomédies, et autour de ça gravitent encore d'autres formes de théâtre. Par exemple, on a la Commedia dell'arte dont Molière va en partie s'inspirer pour ses futures comédies, qui vient d'Italie et qui consiste en un théâtre très populaire où les acteurs portent des masques et improvisent toutes sortes de scènes avec des personnages qui font souvent preuve de ruse et de naïveté. Ce qui ne sera pas sans rappeler par exemple les fourberies de Scapin qu'écrira Molière quelques années plus tard. Dans le même genre, on a les farces qui sont des pièces comiques généralement courtes, grossières, satiriques, burlesques et légères. Et justement, c'est dans ce registre-là, donc plutôt léger, porté sur le rire plutôt que sur les pleurs, que Molière va particulièrement s'illustrer. J'entends les farces et surtout la comédie. Au début, comme je l'ai dit, il joue dans des pièces écrites par d'autres, puis de fil en aiguille, il va se mettre à écrire les siennes, même si, pour l'anecdote, en fait, un grand nombre de pièces de Molière ne sont pas des créations originales, mais plutôt des adaptations de pièces ou d'histoires qui existaient déjà. Par exemple, Amphitryon et l'Avare sont adaptés ou disons très inspirés de pièces de Plaute, Le médecin volant vient aussi de la Commedia dell'arte, etc. Alors après, Molière y ajoute toujours sa patte, c'est clair, mais disons qu'il a souvent besoin d'être inspiré. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à la vie de Molière, ce qu'on peut dire sur sa période en province, c'est que ça marche très fort pour lui et pour sa troupe, qui au bout de quelques années est apparemment considérée comme la meilleure troupe théâtrale de province, raison pour laquelle au début de l'année 1658, tandis que Molière a 36 ans et qu'il est déjà l'auteur de 2 comédies et de plusieurs farces, toute sa troupe décide de retourner à Paris. Ils obtiennent très vite la protection et les faveurs de Philippe d'Orléans, le frère du roi Louis XIV. Je précise pour situer un peu mieux l'histoire, mais depuis la déclaration du roi en faveur des comédiens, on est passé de Louis XIII à Louis XIV, et en 1658, quand il revient à Paris, Molière et sa troupe vont justement jouer devant le roi, ce qui va être en quelque sorte le point de départ d'une espèce de relation d'amitié, ou disons de respect mutuel entre Molière et Louis XIV. Dit plus explicitement, Molière et Louis XIV s'aiment bien, le roi sera même le parrain d'un des fils de Molière, et ils auront d'excellentes relations tout au long de leur vie. Alors comment expliquer ça ? D'un côté, Louis XIV trouve en Molière un auteur et un metteur en scène ingénieux, capable de créer d'excellents divertissements qu'il adore, et probablement aussi un compagnon d'une discussion très enrichissante, tandis que Molière trouve en Louis XIV un sérieux protecteur à une époque où justement les comédiens sont mal considérés, notamment par l'Église. Bref, ils ont une relation un peu gagnant-gagnant. Et pour l'anecdote aussi, si Molière a refusé la charge de tapissier du roi qui lui venait de son père quelques années plus tôt, en 1660, donc 2 ans après être revenu à Paris, son frère qui en avait hérité décède, et donc c'est Molière qui va de nouveau la récupérer. Alors c'est un peu étrange, mais du coup ça fait que Molière, un trimestre
parent va à partir de là officier comme valet de chambre auprès du roi, à côté de sa profession de comédien, mais comme il s'entend bien avec Louis XIV, apparemment ça lui pose pas spécialement de problème d'honorer ce rôle, qui lui prend pas non plus toutes ses journées pendant toute l'année. En parallèle de ça, à la fin des années 1650 et au début des années 1660, ces pièces fonctionnent plutôt bien, pièces dans lesquelles au passage il se donne toujours un rôle et auxquelles participent les comédiens de sa troupe, qu'on appelle désormais la troupe de Monsieur, en référence à son protecteur, le frère du roi, Philippe d'Orléans. Ce qu'on peut noter aussi sur cette troupe, c'est qu'elle est relativement stable. On y retrouve plusieurs comédiens qui faisaient déjà partie avec Molière de l'illustre théâtre et qui ont sillonné pendant 12 ans les routes de France avec lui, comme les membres de la famille Béjart, dont je vous ai déjà parlé. Et dans l'ensemble, la plupart des comédiens qui font partie de la troupe de Monsieur vont y faire l'essentiel de leur carrière, si ce n'est toute leur carrière. Il y a donc assez peu de départs et d'arrivées, ce qui fait que grosso modo, on peut dire qu'on s'y entend globalement plutôt bien. Et d'ailleurs, si besoin est de préciser, c'est Molière lui-même qui dirige la troupe. Alors ça veut pas dire qu'il agit en despote et qu'il prend toutes les décisions à la place de tout le monde, les comédiens ont toujours leur mot à dire, mais disons que Molière se distingue par son leadership et apparemment il est très respecté par ses comédiens. Donc j'ai envie de dire que de façon générale, à ce moment-là, tout va pour le mieux pour Molière, il a de bonnes relations avec le roi, ses pièces marchent bien, il gagne de l'argent. Bref, c'est un artiste comblé. Néanmoins, en 1662, il va créer une pièce qui va être le point de départ de ce qu'on peut considérer comme étant son premier gros scandale. Il s'agit de L'École des femmes, une comédie qui raconte l'histoire d'Arnolphe, un homme d'âge mûr au tempérament jaloux et misogyne, qui considère qu'à partir du moment où une femme est bien instruite, elle devient mauvaise et cherche à tromper son mari. Du coup, pour éviter de subir un tel sort, il projette d'épouser une jeune fille du nom d'Agnès, dont il s'est occupé de l'éducation, et il fait tout pour la maintenir dans une sorte d'ignorance et de naïveté. Malheureusement pour lui, cette dernière tombe amoureuse d'un certain Horace qui veut lui-même l'épouser et s'ensuit une histoire en partie basée sur un quiproquo où Arnolphe fait des manigances pour écarter Horace et épouser Agnès. Hélas pour lui, à la fin ses plans échouent et Horace et Agnès peuvent se marier. Grosso modo, on peut dire que c'est une pièce qui se moque des maris jaloux, qui remet en question l'éducation traditionnelle de la femme, qui critique l'hypocrisie de la société quant aux sujets liés à l'amour et qui comporte quelques références grivoises. Par exemple, acte 2, scène 5, il y a un passage basé sur des stichomitis, c'est-à-dire que les personnages s'échangent de très courtes répliques. Et dans un dialogue entrecoupé, Agnès dit « il m'a pris le… » et elle finit pas sa phrase, ce qui laisse imaginer au spectateur qu'elle pourrait nommer une partie intime du corps. Donc la question qui se pose c'est « est-ce que ça fait scandale ?» Bah, pas vraiment. Aujourd'hui on aime à croire que la société du XVIIe siècle était très puritaine, et en effet l'église exerçait une pression morale, mais pas non plus au point de museler les auteurs sur tous les sujets et d'empêcher les gens d'en rire. Donc oui, il y a des gens parmi les plus dévots qui vont être choqués, mais globalement, dans l'ensemble, en réalité la pièce est plutôt bien accueillie par le public. Après, il y a bien des critiques qui s'élèvent contre l'école des femmes, mais en fait, elles condamnent pas vraiment sa moralité, elles s'attaquent plutôt à ce qu'elles considèrent comme étant des erreurs techniques. Pour faire simple, ce qui passe mal auprès des critiques les plus virulents, c'est qu'ils reprochent à l'école des femmes de mixer la comédie avec la farce. En gros, ils considèrent que la farce est un genre mineur et que la comédie doit s'en émanciper avec un humour plus fin et moins grotesque. Autre chose aussi, les critiques reprochent à Molière d'enchaîner des scènes qui se veulent rigolotes mais qui aboutissent à une fin totalement improbable, donc la pièce est considérée par certains comme mal construite. Ces reproches vont en partie être formulés par les frères Corneille, Pierre et Thomas, qui sont tous les deux dramaturges, mais en réalité la raison pour laquelle ils vont être très critiques vis-à-vis de cette pièce-là en particulier, c'est que dedans Molière y glisse un petit tacle à l'encontre de Thomas Corneille. Pour le contexte, comme ils sont tous les deux dramaturges et qui portent le même nom, pour se différencier de son frère aîné, Thomas Corneille se fait parfois appeler Corneille de Lille. Et dans l'école des femmes, Molière se moque du fait qu'il rajoute une particule à son nom pour avoir l'air plus noble en parlant d'un paysan qui se fait précisément appeler Monsieur de Lille pour faire plus distingué. Alors présenté comme ça, on pourrait se dire qu'effectivement Molière se moque gentiment d'un auteur un peu prétentieux, mais ce qu'il convient de rappeler, c'est que Thomas Corneille a parfaitement le droit d'un point de vue juridique de mettre une particule devant son nom, puisque son père a été anobli par le roi quelques années plus tôt. Quoi qu'il en soit, cette histoire de petite pique à l'encontre de Thomas Corneille, ça réveille en quelque sorte l'animosité des deux frères qui critiquent donc vigoureusement l'école des femmes, parce qu'ils ont peut-être un côté assez susceptible et qui portent pas spécialement Molière dans leur cœur. Néanmoins, l'affaire va très vite se tasser, et preuve s'il en est que les frères Corneille et Molière seront capables de passer à autre chose, c'est qu'en 1671, quelques années plus tard, Molière et Pierre Corneille, l'aîné des deux frères, travailleront ensemble sur une création commune, à savoir la tragédie-ballet Psyché. Ils deviendront pas non plus copains comme cochons, mais juste pour dire qu'il n'y avait pas non plus une animosité si féroce que ça entre eux. Ceci étant dit, je vous ai promis une querelle avec l'école des femmes, et pour le moment, il s'est pas passé grand chose, et quelques mois
mois après sa sortie, j'ai même envie de dire que le succès de la pièce éclipse largement les quelques critiques qui l'ont ciblée. D'ailleurs, si besoin est de préciser, en réalité, l'École des femmes reçoit des critiques, mais finalement comme n'importe quelle pièce, et elle prend pas forcément plus cher qu'une autre. Donc, d'où va venir le scandale, ou devrais-je dire le buzz autour de cette pièce? Et bah, de Molière lui-même. En fait, quelques mois après la sortie de la pièce, il a une idée pour raviver l'intérêt qu'elle suscite, c'est d'écrire une autre pièce où il se moque des gens qui critiquent l'école des femmes. Cette comédie s'intitule très sobrement La critique de l'école des femmes et elle met en scène différents personnages qui attendent que le souper soit servi et qui, pour passer le temps, discutent de l'école des femmes. Molière cherche évidemment à ridiculiser ceux qui critiquent négativement sa pièce, avec d'un côté un auteur jaloux et de l'autre un marquis idiot qui dit du mal de la pièce par principe juste parce que tout le monde l'apprécie. En face d'eux, ils ont des fervents défenseurs de l'école des femmes et donc tout ce petit monde discute, argumente et à la fin ils s'en vont tous manger en étant chacun persuadé qu'ils ont remporté le débat alors que personne n'a convaincu personne. Et cette pièce donc c'est l'élément qui va mettre en quelque sorte le feu aux poudres et qui va créer le buzz parce que en fait quelques semaines plus tard, d'autres auteurs vont répondre à Molière sur les planches et animer une espèce de polémique. Jean Donneau de Visé sort Zélinde ou la véritable critique de l'école des femmes, une comédie satirique qui se moque de Molière, et un certain Bourseau fait de même avec Le portrait du peintre ou la contre-critique de l'école des femmes qui est jouée par la troupe royale, une troupe concurrente à la troupe de Monsieur. Et pour information, le peintre c'est le surnom qu'on donnait en fait à Molière à ce moment-là. Alors face à ça, qu'est-ce que va faire Molière? Et bah il va répondre en sortant l'impromptu de Versailles pour se moquer à la fois de Bourseau et de la troupe royale, et en réponse à ça, Jean Donneau de Visé, qui n'est pourtant même pas ciblé dans l'impromptu de Versailles, réagit avec La vengeance des marquis ou Réponse à l'impromptu de Versailles, tandis que le fils d'un des comédiens de la troupe royale sort une comédie baptisée L'impromptu de l'hôtel de Condé. Bref, vous l'aurez compris, Molière et ses quelques détracteurs se clashent publiquement dans des pièces pour le plus grand bonheur du public. On est au même niveau que quand un youtubeur ou un rappeur clash un de leurs confrères et que l'autre répond et que le premier répond et ainsi de suite. Alors toute cette affaire durera quelques mois pendant l'année 1663, mais se terminera d'une façon, j'ai envie de dire, assez heureuse, lors d'une fête en présence du roi où les deux troupes, celle de Molière et la troupe royale, joueront successivement la critique de l'école des femmes et la contre-critique de Bourseau, puis l'impromptu de Versailles et sa réponse, l'impromptu de l'hôtel de Condé. La fête sera un vrai succès, le roi sera content, Molière sera applaudi, les auteurs et les comédiens adverses gagneront en visibilité, bref, une belle opération pour tout le monde. Pour l'anecdote, le vrai coup un peu vache dans cette histoire, par contre, c'est que l'un des comédiens de la troupe royale, un certain Montfleury, qui est le père de celui qui a écrit l'impromptu de l'hôtel de Condé, est tellement piqué par Molière qu'il écrira au roi une lettre calomnieuse à son encontre. En fait, Molière a épousé une comédienne de sa troupe, une certaine Armande Béjart, d'environ 20 ans sa cadette, et qu'on considère aujourd'hui comme étant soit la fille, soit la sœur de Madeleine Béjart, une autre comédienne de sa troupe qui a été son amante. Et donc Montfleury écrit au roi pour dire que Molière couche avec la mère et la fille. Néanmoins, comme on l'a déjà dit, le roi et Molière s'entendent très bien, tandis que tout le monde se contrefiche de Montfleury, donc sa lettre reste sans conséquence. Parfois, on dit aussi que Montfleury accusait Molière d'inceste en prétendant que Armande était la fille qu'il avait eue avec Madeleine. Néanmoins, d'après ce que j'ai lu, c'est pas forcément avéré qu'il soit allé jusque-là en termes de dénonciation, même si d'autres ont pu l'accuser de ça, et de bien d'autres choses, comme par exemple d'être cocu par Armande, ce qui, par contre, là, était peut-être effectivement vrai. En tout cas, précision importante, aujourd'hui on considère que c'est une théorie totalement infondée de prétendre qu'Armande était la fille de Molière, c'était juste quelque chose que les gens disaient pour lui nuire. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retiendra de cette histoire, c'est que la querelle de l'école des femmes attire peut-être à Molière quelques détracteurs, mais il n'en reste pas moins le principal instigateur, et surtout, il en tire habilement profit puisqu'elle lui offre une immense publicité, et que du fait de son talent, Molière triomphe même des autres auteurs qui cherchent à lui répondre. Donc en gros, cette affaire pour Molière, c'est un carton plein. Il est maintenant prêt pour un second scandale qui va arriver en 1664 avec Le Tartuffe ou l'Hypocrite et qui va faire date dans le théâtre français par son ampleur médiatique. Dans cette comédie, donc, Molière met en scène Orgon, un riche père de famille parisien bête et naïf qui se retrouve sous l'influence d'un certain Tartuffe, un dévot malhonnête et hypocrite qui cherche à lui prendre ses biens et à s'imposer comme une figure d'autorité dans sa famille. Et ce qui va faire grincer des dents, c'est que dans cette pièce, Molière s'attaque directement aux religieux en dénonçant leur hypocrisie dans le sens où Tartuffe est l'incarnation même du dévot qui utilise la religion pour s'enrichir et gagner encore plus de pouvoir. Et autant vous dire que les religieux qui vont se reconnaître dans ce portrait ne vont pas du tout l'apprécier. Pour l'anecdote, c'est aussi dans Le Tartuffe que se trouve cette réplique dont vous connaissez tous le début. « Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. » Là encore, c'est l'exemple même d'un passage qui déplaît à l'église dans la mesure où, en faisant dire ça à Tartuffe, Molière le présente ouvertement comme un hypocrite puisqu'il se cache derrière une morale pudibonde pour dissimuler ses véritables désirs. Il dit « couvrez ce sein », mais c'est le premier à vouloir en voir plus. Le 12 mai 1664, la pièce est donc jouée pour la première fois devant le roi et un public assez restreint qui l'applaudissent parce que elle leur plaît.
Néanmoins, très vite, comme je l'ai dit, le Tartuffe déplaît aux dévots qui s'organisent pour faire interdire de futures représentations. Alors il y a pas mal de zones d'ombre dans toute cette histoire, ce qui fait que c'est assez compliqué de déterminer qui fait quoi, mais je peux quand même citer une organisation et un personnage qui exercent des pressions importantes pour faire interdire la pièce. D'abord la Compagnie du Saint-Sacrement, qui est une société secrète catholique composée de plein de dévots. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est un groupe de lobbyistes religieux que Louis XIV n'affectionne pas particulièrement, mais pour des raisons politiques, il peut pas encore s'en débarrasser, même si sa fin à ce moment-là est très proche et qu'elle est d'ailleurs en perte de pouvoir, puisque 2 ans plus tard, elle sera finalement dissoute. Quoi qu'il en soit, en 1664, elle existe toujours et elle fait encore tout ce qu'elle peut pour imposer ses idées. À côté de ça, un personnage qui joue également un rôle assez important dans cette affaire, c'est l'archevêque de Paris, qui n'aime pas non plus la pièce et qui va chercher à la faire interdire. Alors pourquoi Louis XIV, qui est le roi, se laisse influencer par des dévots pour faire censurer une œuvre qu'il a pourtant appréciée? Eh bien parce que à ce moment-là, on est en pleine crise politique au niveau de l'église qui se trouve menacée d'un schisme par ceux qu'on appelle les jansénistes, et le roi, étant donné le contexte, juge plus prudent d'interdire la pièce. En gros, il aime bien Molière, mais là il lui dit doucement parce que moi j'ai des problèmes importants à gérer, donc on va éviter de mettre de l'huile sur le feu. Alors petite précision, il interdit seulement les représentations publiques, ce qui fait que Molière peut quand même continuer de jouer le Tartuffe en privé ou même d'en faire des lectures devant des petits comités, ce qui fait d'ailleurs que le roi reverra la pièce quelques mois plus tard. En outre, Molière se sert aussi de ses représentations ou de ses lectures en privé pour promouvoir sa pièce auprès des personnages les plus influents à la cour et essayer de leur faire comprendre qu'il n'y a pas lieu d'interdire le Tartuffe parce que, bien entendu, lui, ce qui l'intéresse, c'est de jouer la pièce en public, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Mais ça marche pas vraiment, donc Molière se retrouve à faire des recours pour convaincre directement le roi de revenir sur sa décision, et il écrira notamment 3 placets pour le Tartuffe, c'est-à-dire des textes adressés au roi dans lesquels il lui demande une faveur, celle de pouvoir jouer sa pièce. Dans le premier placet, Molière écrit par exemple, pour vous donner un aperçu de ses talents de lobbyiste, on va dire: « Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que, dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle, et comme l'hypocrisie sans doute en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j'avais eu, sire, la pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume si je faisais une comédie qui décria les hypocrites et mit en vue comme il faut toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les friponneries couvertes de ces faux monnayeurs en dévotion qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité sophistiquée. » En quelque sorte, il dit au roi: « On sait que les hypocrites sont des gens fourbes et dangereux, et je n'ai fait que souligner leur comportement pour permettre aux honnêtes gens de mieux les identifier et de s'en protéger. » Ce qui est amusant dans ces placés, c'est que vraiment Molière fait œuvre de toute la diplomatie dont il est capable pour brosser le roi dans le sens du poil, et surtout, si l'église le définit comme un libertin, un immoral, lui il se présente comme une victime des hypocrites qui cherchent à le faire taire parce qu'il dérange, et ça justement, cette façon qu'il a de se présenter ainsi, de se victimiser, et qui n'est pas inexacte non plus, ça va quand même beaucoup contribuer à forger sa légende par la suite. Quoi qu'il en soit, est-ce que son placé va convaincre le roi de le laisser rejouer le Tartuffe? Absolument pas. Bon, après, ça veut pas dire que les relations entre eux se dégradent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Molière reste dans les petits papiers de Louis XIV, ils sont toujours aussi potes, et la meilleure preuve à ça, c'est qu'en 1665, Louis XIV fait officiellement de la troupe de Molière la troupe du roi, et il lui attribue pour ça une généreuse pension, donc il lui renouvelle toute sa confiance avec une énorme distinction. Par contre, malheureusement pour Molière, autoriser le Tartuffe, c'est trop chaud pour Louis XIV, qui ne peut pas revenir sur sa décision sans égratigner ses relations avec l'église, donc la politique avant tout. Du coup, en 1667, Molière se résout à la dernière solution qui lui reste pour sauver le Tartuffe, modifier la pièce pour la lisser un petit peu. Il la renomme l'imposteur, la pièce passe de 3 à 5 actes et Tartuffe est renommé en Panulphe, et outre ce changement de nom, désormais Panulphe n'est plus un dévot sincère qui utilise la religion à des fins mesquines, mais un imposteur, un brigand notoire qui se fait passer pour un dévot dans le but de soutirer de l'argent ou de gagner du pouvoir. Donc ce n'est plus un vrai dévot. D'autre part, Molière conclut cette nouvelle version avec un final où le roi fait arrêter Panulphe / Tartuffe et rétablit l'ordre dans la famille d'Orgon, ce qui est une manière de lui donner le beau rôle et de satisfaire l'ordre moral. Alors je m'étends pas plus sur ces premières et secondes versions du Tartuffe pour une raison, c'est que, je le précise, ce sont des pièces qui sont aujourd'hui perdues et pour lesquelles on dispose juste de résumés plus ou moins précis, et c'est pour ça qu'en réalité quand on parle du Tartuffe aujourd'hui, on parle toujours de la 3e et dernière version, la seule à avoir survécu. Néanmoins, avant d'en venir à cette dernière version, voyons quand même ce qui s'est passé pour la seconde. C'est très simple, elle est interdite après une seule représentation. Molière la joue devant le roi, mais peu de temps après, Louis XIV est contraint d'aller dans les Flandres pour s'occuper de sujets politiques assez importants, et donc il délègue une partie de ses responsabilités et de ses pouvoirs à l'archevêque de Paris, qui, pour rappel, était déjà hostile à la pièce,
et a maintenant le pouvoir d'autoriser ou d'interdire le Tartuffe. Et autant dire qu'il se fait plaisir puisque non seulement il confirme l'interdiction des représentations publiques, mais en plus quelques temps plus tard, il défend carrément de lire, publier et représenter le Tartuffe en public et en privé. Donc cette fois, la censure est totale. Quelques semaines plus tard, on peut noter qu'il y a un texte de 130 pages titré Lettres sur la comédie de l'imposteur qui est publié clandestinement par un auteur anonyme dont on ignore encore l'identité et qui vise à défendre Molière des attaques dont il est la cible. Cependant, le texte est plutôt très insultant à l'égard des dévots, donc autant dire qu'il convainc personne et que peut-être même il joue plutôt contre Molière, même si c'était pas le but. Quoi qu'il en soit, en parallèle de ça, je précise pour dédramatiser légèrement parce que vous pourriez peut-être avoir l'impression que Molière était au fond du trou pendant cette période, mais sa situation n'est pas non plus catastrophique. L'affaire du Tartuffe, c'était ennuyeux pour lui parce qu'il a écrit une pièce qu'il peut pas jouer et qu'il est censuré, mais il subit pas non plus des conséquences ultra fâcheuses. Je veux dire, il reçoit des lettres calomnieuses par-ci par-là, des critiques très virulentes, quelques menaces de mort, oui, mais il a aussi de nombreux soutiens, dont certains très puissants, la personne du roi par exemple, comme on l'a déjà vu, et sur lequel il peut compter pour le protéger. Donc il doit faire attention à pas faire n'importe quoi parce que l'église rigole pas toujours avec les auteurs qui dépassent les bornes. En témoigne le poète Claude le Petit qui est brûlé vif sur la place publique en 1662 pour avoir écrit des textes blasphématoires, mais sa situation fait qu'il est loin d'être seul contre tous et qu'il est plutôt préservé d'un tel sort. Pendant les années où le Tartuffe est interdit, Molière joue simplement d'autres pièces de son répertoire et tout se passe bien pour lui puisque le public répond présent, il gagne beaucoup d'argent, il a d'ailleurs le niveau de vie d'un bourgeois, donc ce que je veux dire c'est qu'il est aussi loin d'être dans la misère. Néanmoins, même si sa vie n'est pas non plus si chamboulée que ça, Molière ne lâche pas l'affaire et continue de militer pour pouvoir faire jouer le Tartuffe, et au bout d'un moment, eh bien, ça finit par marcher puisqu'il obtient de nouveau la possibilité de le lire et de le jouer en privé. Néanmoins, le nœud de l'affaire surviendra réellement en 1669 à la faveur d'un événement politique, puisque le 19 janvier de cette année-là, le roi signe la paix clémentine avec ceux qu'on appelle les jansénistes, qui menaçaient de diviser l'église. Bon, je suis pas un expert de cette partie de l'histoire, mais la conséquence de ça, c'est que Louis XIV écarte ses opposants, on va dire, et renforce son pouvoir. Du coup, un mois plus tard, il n'a plus aucune raison d'interdire le Tartuffe, donc il autorise Molière à le jouer dans ce qui sera sa troisième et dernière version, celle qu'on connaît aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que toutes les affaires de censure autour du Tartuffe lui ont fait une telle publicité pendant des années que le jour où il est enfin autorisé, c'est un succès phénoménal. À vrai dire, la pièce sera présentée 72 fois jusqu'à la fin de l'année, ce sera celle que Molière aura le plus joué de toute sa vie, ainsi que celle qui lui aura rapporté le plus d'argent. Alors cette fois-là, Molière n'aura pas orchestré lui-même le scandale comme avec l'école des femmes, mais tout ça pour dire qu'il retombera quand même très bien sur ses pattes et que contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on romantise un peu trop sa vie ou qu'on se base aussi un peu trop sur les passés qu'il a pu écrire et qui donne l'impression trompeuse que tout le monde était contre lui, si Molière avait effectivement des problèmes avec les dévots, le grand public appréciait sincèrement son travail. Donc finalement, ce que je veux souligner, c'est que Molière avait une position ambivalente dans la société, dans le sens où l'église le voyait d'un mauvais œil, mais que le public l'adorait et qu'il était devenu au fil des ans une figure très populaire de la vie parisienne. Il y a encore un épisode de son histoire qui montre très bien cette ambivalence, c'est tout simplement sa mort, ou plutôt devrais-je dire son enterrement. Le 17 février 1673, ça fait un moment que Molière est malade, il a 51 ans, il tousse beaucoup, il est affaibli, mais il continue de jouer et il donne le soir une représentation du malade imaginaire. Néanmoins, après la représentation, il se sent vraiment très mal, donc on le reconduit à son domicile, il continue de tousser énormément, il se met à cracher du sang, et à peu près entre 1 heure à 2 heures plus tard, il décède. On ne sait pas exactement de quoi, mais il avait probablement une maladie pulmonaire et où il s'est peut-être rompu une veine en toussant trop fort. Et du coup, on peut voir dans cet épisode à quel point les ecclésiastiques continuaient de le mépriser, puisque en fait, dès qu'il rentre chez lui ce soir-là, il doit sentir sa fin venir et il demande à ce qu'un prêtre vienne lui adresser l'extrême onction, c'est-à-dire le dernier sacrement avant la mort, qu'on fait généralement aux malades ou aux mourants. Néanmoins, il y a 3 prêtres qui sont sollicités et il y en a 2 qui refusent de venir, tandis que le 3e arrive trop tard quand il est déjà décédé. D'autre part, comme Molière est comédien et qu'il n'a pas signé de renonciation à sa profession avant de mourir, l'église ne peut pas l'enterrer comme n'importe quel catholique baptisé et en même temps, comme il est très célèbre, c'est aussi compliqué de rien faire. La femme de Molière, Armande Béjart, s'en remet donc au roi qui demande à l'église de trouver un compromis et donc Molière est finalement enterré mais de nuit, sans cérémonie, avec le cortège funèbre le plus réduit possible. Alors c'est pas foufou mais disons que au moins grâce à cette intervention du roi, il évite la fosse commune, sort qu'il aurait probablement eu s'il n'avait pas été aussi célèbre. Quoi qu'il en soit, malgré la simplicité de l'hommage, il y a quand même une foule de gens qui font le déplacement pour être présents lors de l'inhumation et dans les jours qui suivent, il y a plusieurs messes qui sont données à Paris en son honneur. Preuve s'il en est que si Molière a dérangé beaucoup de dévots, le grand public l'a toujours globalement bien apprécié et même soutenu. Et ça c'est quelque chose sur lequel
lesquels je veux insister parce que justement quand on romantise la vie de Molière, je trouve qu'on peut avoir tendance à oublier à quel point il était populaire et apprécié. Je dis pas qu'il faisait l'unanimité, loin de là, mais il avait un public friand de ses pièces. Or, si on s'en tient seulement à ses placés pour se faire une idée de sa position dans la société, on peut avoir l'impression, comme je l'ai déjà un peu dit, que toute la société est hypocrite et que Molière est le seul être lucide de son temps, d'un point de vue moral, ce qui est loin d'être le cas. Molière s'est certes moqué de beaucoup de gens dans ses pièces, où il a souligné leurs travers, il s'est moqué des bourgeois, des maris jaloux, des cocus, des médecins, des hypocrites, etc. Mais d'un point de vue moral, les seuls qui avaient vraiment des choses à lui reprocher, et que paradoxalement il a très peu visé, ce sont les ecclésiastiques. Donc ce que je veux dire, c'est que le grand public riait de très bon cœur avec Molière, et se vexait pas non plus à chaque fois que Molière se moquait d'eux. C'est pareil, je suis allé un peu vite là-dessus, mais pour comprendre l'influence de Molière au XVIIe siècle sur le théâtre, ce qu'il faut dire, c'est que il est vraiment un de ceux qui popularise la comédie à Paris, aux grandes dames de certains dramaturges ou même de certaines troupes plus traditionnelles qui trouvaient que la tragédie ça faisait plus haut de gamme et qui déplorent parfois de devoir jouer des comédies juste pour satisfaire les demandes du public parce que Molière les y a habitués. Ça fait d'ailleurs partie des critiques qui le ciblaient le plus, mais encore une fois, c'est pas parce que Molière était critiqué qu'il avait tout le monde contre lui, et j'ai même envie de dire que Molière était surtout critiqué par des intellos qui lui reprochaient d'avoir presque trop de succès, d'être trop populaire et de pas respecter certains des grands principes considérés comme sacrés dans le théâtre. Pour finir, un point également que je veux souligner pour donner de l'épaisseur au Molière historique et montrer à quel point il pouvait être un individu complexe, c'est qu'il s'est moqué de quasiment tout le monde, sauf du roi et des membres les plus haut placés à la cour. Alors, est-ce que c'est parce qu'il avait rien à dire sur eux et qu'il les adorait sincèrement? Est-ce que c'est juste parce qu'il le protégeait et donc qu'il osait rien dire? Le mystère reste entier et c'est compliqué de savoir ce que Molière pensait vraiment sur ce sujet comme bien d'autres parce que, en fait, de la main de Molière, on n'a strictement aucun document, si ce n'est quelques signatures par-ci par-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas de manuscrits, on n'a pas de lettres et c'est pour ça qu'il y a tant de zones d'ombre sur sa vie et peut-être aussi tellement de légendes. D'ailleurs, en parlant de légendes, je les ai volontairement toutes laissées de côté dans cette vidéo, mais il y en a une quand même que j'ai envie de vous raconter et qui explique pourquoi on n'aurait finalement aucun écrit de la main de Molière. En fait, on raconte qu'au 19e siècle, tous les manuscrits de Molière se trouvaient dans une malle, soi-disant parce que Armand de Béjart les avait vendus 150 ans plus tôt pour payer des dettes, et un paysan devait apporter cette malle à la Bibliothèque nationale, mais quand il est arrivé, c'était fermé, donc le paysan est reparti. Or, sur le chemin du retour, il se serait mis à pleuvoir à seau, et pour rentrer plus vite chez lui, le paysan aurait abandonné la malle, et après ça, on l'aurait jamais retrouvé. D'autres légendes prétendent que ce sont des ennemis de Molière qui auraient mis la main sur ces manuscrits dans le but de les détruire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À mon sens, à partir du moment où on parle de légende et qu'on a zéro source, c'est compliqué d'affirmer que l'histoire s'est bel et bien passée de la sorte, surtout quand il y a plusieurs choses qui paraissent assez illogiques, mais disons que ça fait des anecdotes sympathiques à raconter pour entretenir le culte, à partir du moment où on garde bien à l'esprit qu'il s'agit de légendes et pas de faits historiques. Bon, quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, même si, je le précise, il y aurait encore énormément à dire sur Molière pour compléter ou même encore nuancer certaines des histoires que je vous ai racontées. Ici, je me suis intéressé à ses plus gros scandales et ceux sur lesquels on a le plus d'informations, mais en regardant de près chacune de ces pièces, je doute pas qu'on pourrait à chaque fois encore trouver bien des choses à dire. Par exemple, en 1665, en pleine affaire Tartuffe, Molière a donné seulement 15 représentations de Don Juan, une pièce qui peut être considérée comme au moins aussi immorale que le Tartuffe, mais qui pourtant n'a jamais été censurée de façon officielle. La pièce fonctionnait bien, même si elle a été très critiquée et que Molière s'est empressé de la réécrire après la première représentation, certainement pour l'adoucir et éviter de trop mettre en rogne les ecclésiastiques, bien qu'elle va faire scandale à sa manière. Bref, c'est là encore un exemple du genre d'affaires dans lesquelles Molière pouvait avoir tendance à s'empêtrer, lui qui jouait très souvent avec la limite de la moralité. Alors était-ce par conviction personnelle ou bien par goût de la publicité parce qu'il avait compris qu'en s'en prenant à la morale et en faisant scandale, c'était plus facile pour lui de remplir des salles? Eh bah à vrai dire, j'ai pas la réponse. Mais ce que je voulais à travers cette vidéo, c'était surtout vous montrer que Molière était un personnage plus complexe que ce que les romantiques en ont fait. À mon sens, c'est pas juste un artiste de génie qui faisait face à la médiocrité de ses contemporains, c'est plutôt un artiste doué, comme il en a existé d'autres, qui a dérangé des gens et qui en a ravi d'autres, qui s'est moqué de certaines personnes et qui a profité de la protection des plus grands, qui a été vivement critiqué tout en ayant eu beaucoup de succès et en ayant fait beaucoup d'argent. Bref, comme j'ai dit, Molière c'était un personnage complexe et personnellement c'est ce qui me le rend encore plus fascinant. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, mais avant de vous quitter, j'ai une annonce à vous faire. Je lance une newsletter. Je sais pas encore ce dont je vais parler dedans, ni à quel rythme je vais écrire, mais ça tournera forcément autour de la littérature, de l'écriture et de la créativité. Donc, si vous voulez encore plus de contenu, je vous mets le lien en description et je vous laisse vous inscrire. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo-ci, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, et moi je vous dis à bientôt.